Bien le bonjour mes amis, c'est Sendo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo extrêmement spéciale car je suis en compagnie, de pas n'importe qui, je suis en compagnie de l'expert du boxing business en langue française, mon père spirituel, le Captain Crochet. Salut Captain. Salut Sendo, salut la mascotte. On n'a toujours pas fait de test ADN. Et bien sûr, je suis également en compagnie du plus grand historien de boxe français à l'heure actuelle, Vincent. Salut Vincent. Salut Sendo, salut à tous, et salut Captain bien sûr. Ah, salut Vincent. Bon, alors, mes amis, j'ai voulu faire cette vidéo avec vous parce que le sujet est extrêmement important. C'est mon top 10 all time. Ah, c'est extrêmement critique là, attention. Ah ouais. Le top 10 de la mascotte. On est curieux. Donc, avant, j'aimerais quand même dire pourquoi je vous ai choisi. C'est parce que vous êtes quand même mes grandes références sur le YouTube français. C'est grâce à vous que j'ai le plus appris dans ma passion de la boxe, sur l'histoire de la boxe, sur comment ça fonctionne, sur comment fonctionnait le boxing business. Donc, qui de plus approprié que vous deux pour m'accompagner dans cette épopée, si l'on peut dire. C'est gentil. Bah c'est gentil Sendo, ça nous touche. Voilà, donc avant de passer au top 10, j'aimerais mentionner quelques mentions honorables rapides. Déjà, il y a deux boxeurs que j'avais prévu de mettre dans le top 10, mais que finalement j'ai enlevé pour différentes raisons. C'est Thomas Hearns, d'abord, qui pour tout l'ensemble de sa carrière, champion dans 5 catégories, le premier à l'avoir fait, ses combats de légende face au Fabulous Four et d'autres boxeurs beaucoup trop oubliés. Donc il aurait mérité sa place. Je l'avais mis à égalité avec un autre boxeur dont je parlerai un peu plus tard, mais et je me suis dit que comme je vais déjà tricher, je l'annonce, je vais mettre deux boxeurs à égalité. 2 fois, ça me paraît un peu trop et que j'avais pas envie d'enlever ceux qui étaient en dessous, un de ceux qui étaient en dessous. Donc voilà, je le mets dans mentions honorables. Et un autre que j'ai enlevé, c'est Jenny Tenay. J'espère que je prononce bien. Tenay, ouais. Ouais, Jean Tenay. Immense boxeur mi-lourd et poids lourd à la fin des années 10 et des années 20. À la base, j'avais mis numéro 7, mais hier, quand je repensais au top 10, je me suis dit, merde, j'en ai oublié un, et que je ne pouvais juste pas enlever, que je pouvais juste ne pas mettre dans ce classement, donc j'ai décidé de jeter Jean Tenay parce que j'avais quand même envie de parler des autres, ceux qui étaient en dessous. Donc okay. Voilà. Et aussi deux autres mentions honorables rapides, parce que il y a d'immenses boxeurs, mais il n'y a pas de boxeurs qui sont dans les deux plus grandes nations de boxe en dessous des États-Unis, Mexique et Puerto Rico. Donc j'aimerais quand même mentionner les deux plus grands qui sont pour moi les deux plus grands boxeurs de ces deux nations, qui sont Ruben Olivares pour le Mexique, plus grand poids coq de tous les temps, des combats de légende mais à tir à l'arigot, que ce soit en coq ou en plume. Voilà. C'est vrai que Julio César Chavez a eu une renommée plus importante, mais pour moi, dans ce qu'il a fait, Ruben Olivares est un peu au-dessus. Voilà. Et côté Puerto Rico, Wilfredo Gomez, une legacy, le plus grand poids super coq de tous les temps et un impact à Puerto Rico absolument incroyable. Bazooka, ouais. C'est incroyable, hein, Vincent, parce que Sendo, tu peux rappeler ton âge, Sendo? 17 ans.
17 ans. À 17 ans, je n'avais pas cette culture. Ah non, ouais. Cette 17 ans, culture-là, c'est j'étais très pas. précoce. Ouais, C'est j'étais le pas. Wilfred Benitez de la culture boxe, en fait. C'est ça, parce que j'étais loin d'avoir rencontré Olivares, j'étais loin d'avoir rencontré même Gomez. Donc vraiment, Sendo, c'est un avance. Donc là, c'est Ouais. des mentions. Mais ça, c'est grâce à vous. Ouais. Les quelques mentions Ah bah, c'est honorables que je gentil. voulais absolument citer. Mais justement, avant que tu commences, donc c'est des boxeurs que tu connais bien. Tu t'es fait des soirées boxe à les regarder, ou c'est simplement quelques combats, ou vraiment tu as déjà Alors, accumulé beaucoup de combats sur ces mecs, comme par exemple Thomas euh, Yance? Thomas Hand, j'ai vu pas mal de ses combats. Mais Ruben Olivares, j'ai vu quelques flashs, notamment son combat contre Alexis Arguello. On en reparlera. Et quelques autres de ses combats en poids coq. Et pareil, un peu pareil pour Wilfredo Gomez. Et bon, Jane Toney, je sais pas si on peut trouver beaucoup de ses combats, mais en tout cas, j'en ai pas vu. Voilà. D'accord. Bon, enfin bon, vous avez quelque chose à rajouter? Ah non, on est curieux. Non, vas-y. On est Eh ben, curieux, voilà. commençons par la 10e place. Et c'est celle-là où j'ai triché parce que j'ai mis 2 boxeurs à cette même place. Mais pour moi, ils sont exactement au même niveau dans la legacy qu'ils ont laissé à travers la boxe. Ces 2 boxeurs, qui ils sont? C'est ceux-là. Ah, égalité. De là où il y a Mayweather. Oui. Mhm. Alors, Floyd Mayweather, personnellement, j'ai pas grand-chose à rajouter parce qu'on en a déjà tellement dit. D'ailleurs, j'en renvoie à la discussion Hall of Fame du Captain et de Antoine, qui est toujours excellente. Et Oscar de la Hoya, j'aimerais quand même rappeler les choses qui, à mon sens, ne sont pas assez rappelées. C'est l'ascension fulgurante de ce boxeur. Parce que on l'oublie trop souvent, mais 92, il obtient une médaille olympique. 2000, donc en à peine 8 ans, pour moi, il a déjà sa place dans les 25 plus grands boxeurs de tous les temps. Déjà ce qu'il a, il est déjà champion dans 4 catégories de poids différentes. Il est déjà même dans la discussion du plus grand poids welter de tous les temps et des combats de légende tout simplement incroyables déjà à cette époque. Et ensuite, il a eu la suite de sa carrière, encore plus de combats de légende, premier boxeur à être champion dans 6 catégories de poids différentes, et également peut-être l'une des plus grandes stars de l'histoire de ce sport, tout simplement. Ah ouais. Ouais. Ah oui, c'est sûr. On a du mal, d'ailleurs, c'est il y a peu de temps, hein, Vincent, tu seras d'accord avec moi, c'est finalement, en termes d'histoire, il y a peu de temps de ça, il y a 20 ans de ça, 25 ans de ça, 30 ans allez, de ça, mais on a déjà du mal à concevoir ce qu'a été la star de la Hoya. Ça a été une immense star. Et c'est rigolo que tu les mettes ensemble, parce que quelque part, Floyd est le mec qui a couru après le stardom de la Hoya pour réussir, et c'est un de ses exploits, pour réussir certainement à le dépasser. Et à faire oublier aux nouvelles générations ce qu'a été de la Hoya. C'est vrai. C'est vrai. Moi, si je devais t'aider à trancher entre les deux, Sendo, je penserais plus du côté de Mayweather quand même, qui pour moi a encore de plus grosses références. De la Hoya, en fait, alors c'est vrai que c'est un gars qui, moi, quand j'en ai suivi une partie de sa carrière, forcément, ça me paraissait clair que ce mec serait dans un top 10 all-time, comme tu le fais aujourd'hui. Avec le temps, je me suis un peu démarqué de ça. Alors, c'est vrai qu'il a une ascension fulgurante, tu l'as rappelé. Il a même des défaites qui sont très discutables, en fait, sur lesquelles tu peux pinailler, que ce soit Trinidad, que ce soit Mosley, Mosley 2. Hopkins. Voilà, le deuxième d'autant plus, qui pour moi est un vol absolu. Autant le premier, on peut discuter. Hopkins, on connaît l'écart physique. Maintenant, c'est vrai que la grosse partie de la Hoya, c'est vrai qu'il y a aussi ce truc forcément où c'est géré d'une main de maître par Baron, par tout son staff. C'est-à-dire qu'il sait prendre les combats au bon moment. Je ne dis pas que ça enlève à sa gloire, parce que c'est un peu toujours trop facile de dire oui, mais il l'a pris au bon moment. Oui, d'accord, mais on pourrait dire ça de beaucoup de boxeurs au final. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a quand même une bonne carrière tracée au moment où il prend Chavez, au moment où il prend Whittaker, ce qui n'y enlève pas une fois encore son talent. Mais après ça, les années 2000, je ne sais pas, il a peut-être pas su pousser à fond, peut-être qu'il s'est trop penché aussi sur son activité de promoteur et en a délaissé la boxe. Et au final, il n'a pas tant de combats que ça de la Hoya. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est un peu plus d'une quarantaine de combats. C'est pas forcément énorme, même s'il a fait beaucoup de choses. Il y a son titre de champion dans 6 catégories.
qui m'est toujours un peu amer parce que Félix Sturm, on va pas se mentir quand même, Ouais. il Et méritait puis, pas il vraiment a sa du mal à victoire. le passer en plus. Hein. Ouais, il a Mais beaucoup de c'est mal à ça. le passer. Non, mais c'est ça, c'est que pour moi, Sturm avait gagné ce combat, quoi, honnêtement. Ouais. Et bon, après, c'est tout à fait entendable de l'avoir dans un top 10, mais Non, oui. j'aurais plus, quitte à trancher entre les deux, je choisis Floyd. Moi aussi, moi qui suis Mais vraiment ce la qui me génération. Pardon. Ouais. Je suis pas chez moi, donc je. Ouais, bah, chut. Ouais, excuse-moi de te couper, mais ce qui me fait dire qu'ils sont à égalité, c'est ce qu'ils ont fait en dehors du ring. Parce que Oui. oui, Alemon et Floyd Mayweather, t'en parles souvent, Captain, ils ont changé le monde de la boxe. Mais on oublie trop souvent que celui qui a préparé le terrain de cette transformation de la boxe, c'est Oscar de la Hoya. Sans Oscar de la Hoya, je pense qu'on n'a pas le boxing business qu'on a aujourd'hui. Ou du moins qu'on l'a bien plus tard. Ouais. C'est pour ça que pour moi, dans la legacy complète de la boxe, que ce soit sur le ring ou en dehors, ces deux-là méritent d'être à égalité et méritent d'être à la 10e place. Ouais, puis pour en finir, j'ajouterais que c'est vrai qu'on peut se demander quid de Canelo sans Oscar de la Hoya. Aussi. Parce que bon, aujourd'hui, ils sont l'un contre l'autre, mais Canelo doit beaucoup à Oscar. Il l'a protégé quand il le fallait, qui lui a donné le bon timing pour Triple G notamment. Mais Oscar, c'est vrai, a donné le là et surtout a donné des indices de direction à Eamon et Mayweather. Par exemple, le divorce Oscar-Babaroom, s'il n'y a pas ce divorce-là, c'est d'autant plus difficile après pour Floyd Mayweather pour lui aussi divorcer. Vous comprenez ? Bien sûr. Bien sûr. Enfin bref, mais je veux dire, 10, Oscar et Floyd, écoute, ça se tient aussi, hein, ça se tient très fort. Puis pour redire que ce soit au Floyd, au Oscar, et ça c'est un peu l'amour qu'on a de faire les discussions Hall of Fame, c'est que ils ont tellement été stars et ils ont tellement cristallisé certaines soirées que tout amateur de boxe connaît intuitivement, qu'après il y a des phases qui deviennent mystérieuses et où il y a le plaisir d'aller dénicher des trucs. Et c'est ça les grands boxeurs, même les grands boxeurs modernes, c'est qu'ils font des carrières où tout est filmé, tout est documenté, mais il y a tellement des mastodontes, des blockbusters qui vont rester, puis après c'est toi en tant que super fan d'aller fouiller. Par exemple, la progression de Oscar chez les Super Plumes. Super plume léger surtout. Ouais, surtout léger, ouais. C'est parce qu'il 84. il descend Super Plume juste pour le titre et il y fera Exactement. 2 combats, je crois. Exactement. Ouais. Mais chez les légers, 95, on ne se souvient pas facilement de 95 d'Oscar de la, alors que c'est la seule année où il est boxeur de l'année. C'est la seule année. Ouais, c'est exactement. C'est exactement. Et il prend Hernandez. Ruelas aussi. Ruelas, les Ruelas à l'époque. Les frères Ruelas c'était à l'époque, c'est quelque chose. Le portoricain John Molina. John Molina aussi. Ouais. Et face à Rafael Ruelas, il unifie les deux ceintures WBO IBF. Donc, il y a un sacré parcours qu'on oublie. Donc, super numéro 10. Super. Ouais. Bon, je passe au numéro 9. Ouais. C'est parti. Notre cher Mickey Walker. Ouais. Cette tête d'anglais. Ouais. Alors qu'il est américain. Mais là, je repars quand même vachement loin parce que c'était il y a maintenant plus d'un siècle. Et Mikey Walker, alors je pense que Vincent, tu pourras en parler mieux que moi, mais c'est incroyable, tout simplement. Le mec, il commence sa carrière en 1919. Il enchaîne, je sais même pas combien de combats. Je pense qu'il enchaîne facilement une trentaine de combats, que ce soit victoire ou défaite, voire plus. Et il obtient une première chance mondiale en 1922, il me semble. Contre Britton, ouais. Ouais, Jack Brinton, qui pour moi est la première grande légende des poids welter. J'ai oublié de mentionner, on est chez les poids welter. Parce que au final, Jack Brinton, il aura plus de 350 combats et il aura été champion du monde dans la catégorie des welter 3 fois. Donc ça, ce qui à l'époque était quand même assez rare. Donc Jack Brinton, c'est quand même un nom qu'on oublie trop, qui est quand même ultra spé, mais qui mérite quand même de rester dans la grande légende des poids welter. Et ils avaient s'étaient déjà affronté quelques temps auparavant, je crois que c'était en 1921, et ça avait été un match nul. Walker avait réussi à accrocher un match nul. À la revanche, il démonte
Jack Brinter, il l'envoie 4 fois au tapis. Brinter, il tient malgré tout les 15 rounds, mais grosse démonstration face à quand même un gros nom de l'époque qui avait déjà presque 300 combats à son actif, donc c'était un vétéran des vétérans. Ensuite, il va enchaîner une grosse période entre 1922 et 1926, où il va défendre son titre des poids welter. Il va avoir qu'une seule défaite dans un combat de l'année, le tout premier, enfin non, pas le tout premier combat de l'année, pardon, enfin, dans le combat de l'année 1925, en poids moyen, face à Harry Greb. Et spoiler alerte, Harry Greb, on en reparle plus tard. Donc, ça c'est l'influence de Vincent, ça. oui, complètement. Aujourd'hui, Vincent, aujourd'hui, on voit les influences de qui, tu vois. Ouais, Peut-être le numéro 10 c'était plus moi, mais alors là, on est en plein dans c'est l'influence de Vincent là. Ouais. Donc, et ensuite Mikey Walker, il va perdre son titre en 1926. Puis il va monter chez les poids moyens et il va encore faire une grande épopée chez les poids moyens. Il va prendre le titre face à Tiger Flowers qui avait battu Harry Greb. On en reparlera de ces des combats. Et donc voilà. Et ensuite il va le défendre quelques fois, puis il va monter chez les mi-lourds où il affrontera Maxi Rosenblum, qui est aussi un des plus grands poids mi-lourds de tous les temps. Ah oui. Et il perdra, mais dans un combat qui me semble était quand même assez serré selon les quelques. Oui. Selon ce qu'on en sait, les articles, oui, c'était disputé, ouais. Donc quand même faire ça à cette époque, en sachant que il boxait énormément, je pense que ça mérite largement une 9e place. Voilà. On peut ajouter aussi qu'il est allé se frotter à Max Schmeling chez les lourds à la toute fin de sa carrière. Donc bon, évidemment, c'était beaucoup trop gros pour lui. Il pouvait rien faire. Mais oui, comme tu le dis, il a failli rentrer à l'époque dans le club des triples champions du monde, enfin des champions dans 3 catégories, qui était un club très très fermé à cette époque-là. Je crois qu'à l'époque, il y avait que Fitzsimmons. Il y avait Fitzsimmons, oui, non, il y avait Canzoneri l'avait pas encore refait, je pense. Donc, ouais, je crois pas. Non, il y avait que Bob Fitzsimmons. Et c'était c'était fou, surtout que comme tu dis, il y a le rythme des combats, il y a le fait que nous n'avons pas de pesée la veille. Hein. Là, tu es pesé avant de monter sur le ring, donc tu peux pas tricher en boxant un peu plus en surpoids ou en sous-poids. Donc c'est énorme, effectivement, mais c'est ces guerres qu'il a eu face à tous ces grands noms. Son combat face à Harry Greb qui aurait sans doute mérité une revanche. Qui, paraît-il, a eu lieu dans un club de nuit. C'est la légende qui dit ça. Il y a eu plusieurs versions de l'incident. Mais non, Mickey Walker, évidemment, c'est énorme. Il peut avoir ce gars-là, ce qui est fou, c'est que tu peux le considérer dans le top 10 des meilleurs poids welter de tous les temps et dans le top 10 des meilleurs poids moyens. Et ça, c'est quand même assez rare de briller autant dans 2 catégories. Voilà. Captain ? Non, de toute façon, vous avez tout dit. Après, moi, ce qui m'intéresse d'autant plus, c'est la difficulté de faire des tops. C'est vrai. Parce que là, en fait, avec simplement 2 de tes choix, on voit bien qu'on est dans des plaisirs différents. Autant avec Oscar et Floyd, on peut établir peut-être, tu peux établir déjà, tu peux faire ressentir à ton public ce que tu aimes esthétiquement chez des athlètes et leur façon de boxer, alors que déjà avec Walker, et puis je pense qu'on en reparlera, on est dans une autre recherche, parce qu'on peut pas vraiment s'acclimater avec précision sur les styles des mecs, et on est plus sur un plaisir de lecteur, en fait, c'est-à-dire un plaisir d'historien, où on reconstruit comme on peut, au travers de nos lectures, l'immensité de leur guerre, qui sont à mes yeux immenses. Et quelque part, si on parle d'immensité en termes de danger qui a été pris, non, en toute honnêteté, on devrait mettre que des mecs des années 20, tu vois, et ça serait logique, ça se tiendrait logiquement. Donc, toujours la difficulté quand on parle de ses boxeurs préférés et qu'on parle de toute la boxe, c'est qu'en fait, on va être sur sans le savoir, sans s'en rendre compte, on est sur des registres totalement différents d'analyse. C'est-à-dire, on peut avoir une analyse esthétique, visuelle, technique de Oscar de la Hoya, et on sera forcément dans une analyse d'historien et presque philosophique sur des Walker, sur des Grabe, sur d'autres. Je te dirais que
le penchant où là, on peut faire la jonction des deux analyses, ça serait un Joe Louis. Un Joe Louis, puisqu'on a quand même, pour cette époque, on a beaucoup d'images de Joe Beaucoup Louis. d'images, c'est vrai. Voilà. Et d'ailleurs, Joe Louis, on en reparlera. Voilà, mais tu fais que des spoilers, toi. Oui, que Allez, des vas-y. spoilers. Que des spoilers. Vas-y. Allez, on passe au 8e. Et là, je pense que ça va vous faire extrêmement plaisir. D'ailleurs, à moi aussi. Oh, Alexis. Mm. Arguello. Ouais. Bah oui. On en a parlé il y a quelques mois de ça avec Vincent, justement. Quel plaisir et Antoine de 130livres.com. Ouais. Tout à fait. Ouais. Quel plaisir. Alors, en ce qui me concerne, j'aurais pas grand chose à rajouter par rapport à tout ce que vous avez dit sur ces épopées chez les plumes, les super plumes et les légers. Ce que j'aimerais rajouter, c'est que son premier combat contre Aaron Pryor, ce qui me déglingue le cerveau personnellement, c'est que je suis personnellement persuadé, et personne ne me fera dire le contraire, ça aurait été n'importe qui à cette date-là, en face d'Arguello, en dehors de Pryor, et je pense au plus grand de la catégorie. Je pense à Julio César Chavez, je pense à Costatio, je pense à Antonio Cervantes, je pense à Wilfred Benitez. Je suis persuadé que Arguello aurait gagné ce soir-là. J'en suis persuadé et personne ne me fera dire le contraire. Je suis d'accord. C'est ça qui me fait placer à cette 8e place, c'est que pouvoir performer comme ça dans 4 catégories de poids différentes, c'est quand même assez incroyable. Ouais. Avec sa vista, avec son punch d'ailleurs, avec son punch, sa vista. Ouais. Son menton. Qui est, oui, c'est très très beau boxeur. Moi, bon, de toute façon, je m'en suis jamais caché. J'adore Alexis Arguello. C'est un bon choix. Moi, je l'ai toujours trouvé un peu trop court pour un top 10. Et là, c'est comme beaucoup de boxeurs latinos, même si c'est un point de vue qui se défend et que tu défends d'ailleurs très bien, Sendo. Ce qui aura peut-être, ce que j'aurais toujours comme regret d'Arguello, c'est qu'il a été à la jonction de deux grosses autres légendes latines et sur des combats qu'il aurait dû faire, qui étaient Roberto Duran, ça ne s'est pas fait hélas, parce que sa défaite surprise face à Vilomar Fernandez a foutu tout ça en l'air et après Duran est monté de KT. Et puis Salvador Sanchez qui est décédé alors que le combat était quasiment arrangé. Bon, ce qui en plus, même moi en tant que fan d'Arguello, je pense que hélas c'est 2 combats qu'il aurait perdus, mais ça aurait été des combats fabuleux et qui auraient contribué à sa légende. Ouais. Plus, je te dis, en termes de beauté, penche plus vers Sanchez et Arguello. Ouais, parce que je pense que Duran physiquement ça aurait été dur. Voilà, sur l'inside. Ouais. Mais on en rêve encore de Arguello Sanchez. Oh là là là. Non, ça aurait été incroyable. Bon, sans transition, passons au numéro 7. Ah ouais. Allez. Oh, on a le même numéro 7 avec Sendo. Ouais, c'était ton numéro 7 aussi. Ouais. C'est ça, qu'on avait fait la vidéo. Ouais. Alors, personnellement, je vais pas trop en rajouter parce qu'on a quand même une montre à respecter. Et aussi parce que à peu près surtout Vincent a à peu près tout dit sur Edgar Charles. Vous avez fait une vidéo sur le top 10 de Vincent, et Vincent en fin 2019 tu as fait une excellente vidéo que j'invite tout le monde à aller revoir où tu reviens sur toute la vie d'Edgar Charles, et c'est tout simplement incroyable. Le meilleur poids mi-lourd de tous les temps. Pour moi, c'est pas le plus grand. Pour moi, Timur est en legacy dans la catégorie et un petit peu au-dessus. Mais pugilistiquement, c'est sûr, t'as jamais eu quelqu'un de meilleur que Edgar Charles. Un mec aussi avec un tel punch et avec autant de qualité technique, je pense que ça se reverra jamais. Voilà, simplement. Ouais. Non, mais c'est un mec qui était pour moi d'un talent peut-être qui pouvait égaler largement Sugar Ray Robinson de la même époque. Le problème étant, c'est la catégorie, c'est-à-dire que les mi-lourds ne lui ont pas rapporté assez, il avait pas sa chance, donc il a dû aller boxer un peu contre nature chez les lourds, même s'il a fait un super parcours chez les lourds, mais on a toujours vu qu'Edgar Charles n'était pas un vrai poids lourd. Et c'est ce qui rend son épopée d'ailleurs chez les lourds d'autant plus majestueuse. Ouais. Mais en fait, il aurait été dans des catégories comme les moyens où il y avait toutes les grandes stars. Ça aurait pu. On pourrait parler de lui aujourd'hui quand on parle de Sugar Ray Robinson en fait. Ouais. Ah oui. Et puis fixons-nous sur les mi-lourds. C'est une discussion qu'on a souvent eu, Vincent. Donc, ce qui est très intéressant dans ton choix de Edgar Charles, c'est
surtout de se fixer sur l'idée des Art Charles chez les mi-lourds, comme tu le dis. Parce que les Art Charles, évidemment, pour les gens qui commencent à s'intéresser à la boxe, ils vont connaître les Art Charles pour les sommets qu'il a fait chez les lourds. Comme l'a dit Vincent, qui n'étaient pas des sommets naturels chez lui, mais qu'il a fait contre Joe, Luis, contre Rocky, Marciano, Jersey Joe Walcott, notamment, voilà, grand adversaire de Jersey Joe Walcott, mais faire ce qu'il a fait chez les mi-lourds et rester dans l'esprit des gens comme ça chez les mi-lourds, même chez Sendo qui est la relève, ça veut bien dire que dans une catégorie qui est forte en talent technique, que les Art Charles soient encore au sommet, alors que est passé après lui plein de boxeurs, et je pense notamment à Roy Jones Jr. Ouais, bien sûr. Et que, en toute honnêteté intellectuelle, tu es obligé de mettre les Art Charles au-dessus. Bien sûr. Donc, c'est quelque chose de dingue à penser. C'est complètement dingue. Ben, on l'a souvent rappelé, c'était la meilleure génération de mi-lourds de tous les temps, je pense, sans conteste. Oui, tu vois, sans les noms conteste. qu'il y avait, les Jimmy Bivins, Archie Moore, Joey Maxime. Et puis on peut dire que ça sera, comme tu dis Vincent, ça sera une génération qu'on peut le dire maintenant, parce qu'on est bientôt à 100 ans de ça. Ça fait 100 ans que c'est pas dépassé. On peut annoncer que dans 200 ans, ça ne sera pas dépassé. Non, je pense pas. C'était l'apogée de la boxe en plus cette époque-là. Ed Charles, ça a aussi été, on l'oublie parce qu'il a un parcours très court, mais ça a été un excellent poids moyen aussi. Il faut rappeler qu'il bat Teddy Howard et il bat 2 fois Charlie Burley, la terreur Charlie Burley que personne ne voulait prendre. Il le bat 2 fois. Le roi sans couronne. Tout à fait. Donc c'est un très très gros poids moyen aussi, Ed Charles. Mais ouais, non, et puis voilà. Bien évidemment, ce qui fait sa légende, ce changement de style suite au drame face à Samba Rudi, et d'avoir su performer aussi bien dans ce style. Hélas, aujourd'hui, nous, on connaît surtout le Ed Charles défensif, parce que des images de l'époque où il était vraiment offensif, même ses combats contre Archie Moore, qui sont légendaires quand on lit les récits de la presse, on n'a jamais vu, hélas, des images de ce Ed Charles plus agressif. Ça nous aurait donné une idée de la transition qui était absolument phénoménale. Rien à rajouter ? Non. On peut conseiller aux gens d'aller voir toutes les images possibles des Art Charles, comme d'habitude. C'est un conseil qu'on va faire à chaque fois. À chaque fois. Bon, et ben c'est parti pour le numéro 6. Bien. Indispensable. Moi, je suis d'accord. Oui. Moi, il est très haut dans le mien. Je crois que je l'avais mis 3e. Ouais, je crois que ou 2e. Non, 2e. Moi, j'avais 2e, je crois aussi, ouais. Je crois que tous les deux, on avait le second, ouais. C'est ça. Moi aussi, 2e. C'est immense. C'est immense. Je suis très fier d'avoir. Excuse-moi, Sando, de faire un peu ma pub, mais avec Vincent, à l'époque, on avait fait le portrait d'Henry Armstrong et c'était vraiment nécessaire. Oui. Je suis vraiment heureux de l'avoir fait. Ouais, et j'ai envie de bien sûr, évidemment, tout le monde aller la voir et la revoir, comme toutes les discussions Hall of Fame, parce qu'elles sont toutes géniales. Enfin bref. Mais alors Henry Armstrong, c'est vrai qu'il aurait mérité d'être plus haut. Et d'ailleurs, quand hier je repensais au top 10, j'avais oublié de le mettre. Voilà, j'avais oublié de le mettre. Donc c'est pour ça que j'ai viré Gene Tunney, parce que je pouvais juste ne pas le mettre dans un top 10. Voilà, le mec il a défendu 5 fois son titre en un seul mois, ce qui ne pourra jamais être égalé. Il a été champion dans 3 catégories de poids différentes en même temps, et des catégories dans la même année aussi. Dans des catégories où il y avait que des légendes, donc c'était tout simplement incroyable. Donc voilà, moi j'ai pas grand. Alors ce qui me fait le mettre aussi bas, parce que c'est vrai que c'est assez bas, j'aurais tendance à dire que les boxeurs qui sont plus haut dans mon top 10 ont eu un impact médiatique qui, j'ai l'impression, après peut-être que je me suis mal renseigné, mais j'ai l'impression ont été plus grands en fait dans tout ce qu'il a fait. Après peut-être que c'est moi qui Non, mais après, ça dépend. C'est toujours le débat qu'on en parle avec le capitaine, c'est-à-dire ça dépend les critères que tu vas privilégier. En effet. Henry Armstrong, ça a été un impact médiatique, mais sans doute pas effectivement aussi grand que certains autres. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai plus tendance vraiment à me baser sur le parcours, et c'est vrai qu'Henry Armstrong, voilà, tu l'as rappelé, c'est extraordinaire. Tu peux pas. Chez les plus. Mais il a été une star. Il a été une star dans une période où
Je Ouais. dis pas qu'il a pas été une star, Non, c'est non, vrai, bien mais sûr. Ouais, moi non il a, plus. il a été une star. Mais ce qui a peut-être un peu fait mal aussi à la fin des années 30, c'est forcément il a pris l'ombre de Joe Louis en pleine Voilà. poire quelque part. Mais ouais, c'est un phénomène. Je veux dire, quand on voit aujourd'hui, ce mec en fait aujourd'hui aurait pu être champion dans 6 catégories, Aussi, voire oui, peut-être c'est vrai. plus. Il a zappé les super plumes et les super légers qui n'étaient pas trop populaires à l'époque, qui je crois ont été retirés pendant un moment, puis ils ont été repris des années plus tard. Et il a même boxé Seferino Garcia, qui était au moment où Seferino Garcia était champion du monde des poids moyens. Alors, champion du monde avec des guillemets, parce que c'était le bordel à cette époque-là chez les poids moyens entre le titre reconnu par la New York State Athletic Commission et la NBA. C'était très compliqué. Mais quand même, ils font un combat en 10 rounds sans titre en jeu. C'est un match nul, mais de tous l'avis des observateurs, c'était bien évidemment Armstrong qui aurait dû gagner. Donc, ouais, ce mec, tu te dis, c'est incroyable les performances physiques. Et une fois encore, ce qu'on disait par rapport à Mickey Walker tout à l'heure, le mec fait partie du top des meilleurs poids plumes de tous les temps et du top des meilleurs poids welter. Et et tu pouvais presque en discuter chez les légers, il a pas fait tant de combats que ça, le léger, mais il a quand même fait des guerres avec Lou Ambers, il a pris du gratin aussi comme les Harris Mendy, les Zurita. Donc c'est impressionnant, ouais. C'est impressionnant. Et puis Mm. ça te montre tellement, il est l'exemple type, ça te montre tellement des changements de paradigme. Alors là, c'est très, voilà, je sors le grand mot paradigme, mais comment on pense? Parce que vous comprenez que nous, on pense, et maintenant, on essaye de construire des dream fights, tu sais, des match-up légendaires et tout ça. Mais eux, les mecs, à l'époque, le faisaient parce qu'en fait, ils cherchaient toujours le chèque et sans se rendre compte qu'au final, ils auront laissé en legacy et pour l'histoire des dream fights. Bien sûr. Voilà, Lou Amber, Henry Armstrong, maintenant, quand on en parle aujourd'hui, ces deux noms, c'est ouf, quoi. Alors que c'était beaucoup, enfin, ça s'est fait naturellement et presque ça s'est de façon sous-cotée même, tu vois. Ouais, mais c'est De vrai ce façon que tu dis. complètement sous-cotée. C'est des combats sur lesquels on fantasmerait aujourd'hui qui pourraient pas avoir Exactement. lieu, tu sais. Voilà. Alors ça, que là, ouais. tu l'avais presque toutes les semaines. Les gens se C'est rendaient ça. pas compte, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et juste pour conclure sur Henry Armstrong et que j'ai oublié de mettre sur Mikey Walker, grande référence de Mike Tyson, ce qui veut dire quand même Oui. pas mal. Oui. C'est vrai. Ouais. Ah, ouais. Ah oui. Mm. Ouais. Et si Mike ne boxait sans chaussettes, c'est apparemment parce qu'il avait Merci, vu Henry. un combat de Henry où il n'avait pas de chaussettes et qu'il Et avait oui, flashé tout à fait. sur le look. Ah ouais. Et Allez, donc, j'ai un peu envie de dire, ouais, passons au haut de mon top. c'est le numéro 5 Louis. Numéro Numéro 5. 5, tout à fait. Mm. Ah, pareil, moi je l'ai 3. Moi je l'ai en 3. Évidence encore. C'est bien, c'est un super top. Hein. C'est très très solide ton top. Ouais, plus grand poids lourd de tous les temps, incontestablement. Le combat est clos depuis 70 ans. Et franchement, pour faire plus haut que Joe Louis, je pense que ça arrivera jamais, honnêtement. Plus long règne de l'histoire de la boxe, toute catégorie confondue. Et des combats de pas évident légende. de cette division. Ouais. Mais les combats de légende, tu peux même pas les compter, quoi. Avec une adversité, parce que tu vois, ça m'avait gonflé. Une adversité incroyable. À l'époque, t'as peut-être pas connu Sendo, Vincent, tu l'as connu, mais l'époque où Klitschko courait après ce record. Oui, tout à fait. De cette époque-là. Bien sûr. J'avais peur qu'il le batte d'ailleurs, parce que je me suis dit, oui, moi en termes aussi de d'ailleurs, chiffres. moi aussi. Mais c'était une comparaison, tu sais, où. Oui, fallacieuse, complet. Voilà, exactement, parce que en termes de valeur intrinsèque, Joe Louis, c'était beaucoup plus compliqué. C'était beaucoup plus compliqué de faire ça. Mais... Et en plus, à l'époque, on considérait que trop souvent, il prenait des bums. Ah ouais, mais il les prenait pas tous les 3 mois. Hein. Ah non. Voilà. Et regarde certains bums. Compare les bums de Joe Louis et compare les bums qu'a pris Klitschko. Moi, je te dis qu'il y a des bums de Joe Louis, il te défonce Thompson. Il te défonce Thompson. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Non, mais c'est sûr. Mais tu vois, comme quoi la légende reste, parce qu'au final, dans les chiffres, oui, Vladimir Klitschko, sur ses règles cumulées, a régné plus que quiconque sur cette KT. Mais au final, voilà, y a pas... consécutif, c'est Louis. Mais au-delà de ça, quoi, je veux dire, c'est là où on voit que au-delà des chiffres, il est cette figure, voilà, mythique,
les gros noms qu'il a pris cette fin des années 30, elle est fabuleuse. Mais les Max Baer, tout ça, surtout comme il les balait, comme il balait ces mecs-là, c'est incroyable. Voilà, ces combats contre Jersey Joe Walcott où c'est déjà un Louis en fin de course. Moi, j'ai toujours dit, ça fait partie des plus grandes parties d'échecs disputées sur un ring, je trouve. C'est absolument incroyable. Donc, ouais, bien sûr. Au final, dans une époque où normalement tu finis quand même si tu es une légende, regarde Harry Grabe, regarde Walker, tout, tu finis avec beaucoup de défaites, ce qui est totalement logique. Il finit lui seulement 3. Voilà, 3 défaites. C'est ça. 3 défaites. Donc. C'est ça. Et aucun match nul. Ce qui aussi était très rare à l'époque. Ouais, c'est vrai. Puis bon, quelque part, j'ai envie de te dire, pas de KO. Face à Schmeling, il se fait stopper avant la limite, mais bon, si tu vois l'image, ouais, il se fait mettre KO, mais après, je veux dire, il a quand même pris des grosses frappes dans toute sa carrière où il est resté debout, et dans cette catégorie, c'est pas évident, quoi, de pas te prendre un KO à un moment donné, surtout avec l'âge qui avance. Puis voilà, moi, c'est ce que j'ai toujours dit aux gens, tu sais, il y a beaucoup de gens qui fantasment toujours en disant, oui, Mike Tyson, si ça s'était passé comme ça, je dis, mais vous l'avez en fait, l'image, c'est Joe Louis, l'incarnation de la puissance pure du super champion poids lourd qui règne durant des années, c'est Joe Louis. Ne fantasmez pas sur quelque chose en fait qui a déjà existé, quoi. Ouais. Et puis quelle modernité en plus. Ah ouais, Joe Louis, c'est aussi synonyme de modernité. Pour moi, il fait passer les années 30 dans les années 50. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois le bon qu'il fait, et il y a quelque chose, et c'est magique. Joe Louis, c'est magique. Sûr. Et puis, regardez, parce qu'il y a quand même des images qui ont été bien conservées. Je sais qu'il y a certains conservatoires américains, des musées, qui ont les pellicules et qui les ont mis en HD digital, je crois, du côté, je sais plus de quel côté, mais bon, bref, ça c'est des images qui ont, en plus en digital, là t'as l'impression que t'es vraiment que c'était hier, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais ouais, super, numéro 5 obligé. Donc passons au numéro 4. Bon, là peut-être que il va y avoir plus de discussion, mais j'ai pas réussi à le mettre plus bas. Mais je pensais que tu allais le mettre numéro 1, tu vois, Sendo. Je me voyais déjà faire numéro 1 du cœur, mais ouais. Alors j'ai pas précisé, mais ça c'est en essayant de prendre des critères que j'estime objectifs. C'est pas le top du cœur. Top du cœur, Manny Pacquiao est numéro 1, c'est sûr. Mais Manny Pacquiao. Ben oui. Voilà, indescriptible. C'est Pacquiao, on l'a dit, on l'a redit, il peut être dans la discussion même du GOAT, du numéro 1, avec tout ce qu'il a accompli. Donc oui, le trouver dans un top 5, moi forcément, j'en avais pas parlé, puisque je rappelle que le mien, top 10, était basé que sur le 20e siècle. Mais oui, bien sûr que si tu peux avoir le 21e, au 21e siècle, je pense que oui, il n'y a pas eu pour l'instant mieux. Et oui, au vu du regard de la boxe, surtout que, comme on l'a dit, comme l'avait très bien rappelé Antoine sur la discussion qu'on a fait sur Pacquiao, Captain, c'est-à-dire que en 2 épisodes, il n'y a pas... déjà, voilà, on a pris 2 épisodes, donc c'est dire l'immensité du truc. Voilà. Et comme il disait, tu peux, à la limite, retrouver un Floyd Mayweather dans le sens où tu peux avoir un encadrement, une culture américaine qui va pouvoir t'amener ça. Mais même Pacquiao, un mec qui sort des Philippines, qui certes est une terre de boxe, mais qui n'a jamais non plus brillé autant à l'international. Il y en a eu qui ont brillé à l'international, mais pas à ce niveau-là, ce niveau de stérification. C'est Cendrillon de la mondialisation, Manny Pacquiao. C'est ça, c'est incroyable, c'est absolument hallucinant. Alors oui, après, sa carrière a été prise en main par Bob Arum et tout, mais pour arriver à tous ces sommets, il s'est coltiné, je veux dire, toute la génération mexicaine qu'il y avait dans ces catégories poids plumes et tout. Et certainement a formé un fort fantastique qui... Parce que là, c'est une discussion qu'on pourra avoir entre fans hardcore de boxe que l'on est, que vous qui nous regardez, et tout ça. Peut-être qu'on la fera d'ailleurs chez moi ou chez toi. Enfin bref, on finira par la faire. Mais les 4 fantastiques, Manny, Eric, Marco Antonio et voilà. Est-ce qu'en termes qualitatifs, ça tient pas la dragée haute aux fantastiques des années 80 ? Question que je pose. Alors, il y a des combats qu'on n'a pas eu, hélas. Ouais. Alors, à titre purement personnel, je préfère cette période à la période des années 80, des Four Kings. Voilà. À titre purement personnel, mais après, ça, c'est pas du tout une réponse absolue. Ouais, bien sûr.
bien sûr, mais ça se tient là. C'est Mm. des tient là. immensités. Moi, quand j'avais fait mon top 10 à l'époque, j'avais pas mis Mani parce que on était encore dans l'expectative qu'il nous fasse encore une dernière grande chose, etc. Tu vois, mais il était déjà dans l'esprit de tout le monde. Voilà, Ah, parce il est que déjà depuis très très longtemps. Bien et sûr. puis lui aussi, c'est aussi anachronique. C'est-à-dire que Manny Mm. Pacquiao vous a proposé Il aurait dominé à toutes les une époques. carrière qui, alors pas une carrière à la Henry Armstrong, mais une carrière qui ressemble un peu à ça. Tu vois, Oui. une carrière des années 50, Mm. en plein 2010, là où normalement tout était calcul, Floyd Mayweather et tout ça. Et Manny, sur 25 ans, il a été quand même, voilà, à part les quelques couacs qui ont fait Oui. mal, à part les quelques couacs, c'est de la générosité. Enfin, et on n'arrive pas encore à réfléchir, parce que 25 ans où tu t'es tapé Eric Morales, 25 ans où tu as fait des guerres, Ah oui, non, mais c'est 25 ans où tu t'es tapé 4 fois Marquez. Et on n'a pas fini d'y réfléchir. Bien sûr. Et il a tout eu, le mec. Il a été champion dans plus de catégories que quiconque. Il a eu le gros KO, il en est revenu. Il a été l'un des plus vieux champions du monde, le plus vieux chez les welter. T'as l'impression qu'en fait, chez les welter. Chez les welter, on a vieillir rassemblé. Chez les poids lourds, on dit que le Voilà. poids lourd vieillit bien. Tu vois, Ouais, mais le jusqu'à un welter. certain point. Voilà, faut pas exagérer, mais jusqu'à un certain point. Mais chez les welter. C'est ça. C'est-à-dire que le mec, il rassemble tellement de critères à un moment. Et puis, comme tu as dit, en fait, c'est un truc tout con, rien que voilà, il y a eu 4 combats contre Marquez. Après son 3e combat contre Marquez, Pacquiao aurait pu arrêter les frais. Bon, alors, il y avait des trucs de promotion qui ont fait que, mais non, il y reva. Il y reva, et oui, il prend un KO, mais au terme d'une guerre fabuleuse qui reste légendaire, et il revient après ça. Pour moi, le combat de la décennie 2010. Ah oui, complètement. Ah, moi aussi. C'est une belle année. Enfin, il y a des trucs en 2010, mais c'est vrai que celui-là. Ah, c'est incroyable. Puis tu vois, moi je le réalisais, je me souviens, c'était en 2019 où je crois Golovkin commençait à sortir justement du top 10 pound for pound, enfin où on commençait à se dire, et en fait tu commençais à dire Golovkin c'est la fin, et je me disais mais tu sais quoi, Pacquiao il reprend là son titre contre Furman, et je me suis dit mais c'est fou parce que en 2013 je me disais c'est la fin de Manny, et maintenant il y a des Golovkin qui sont en train d'arriver, et en fait quelques années plus tard mais tu étais revenu où c'était la fin de Golovkin et c'était Pacquiao qui était toujours presque plus dans le top que lui. Tu te dis, mais c'est incroyable, quoi. Ouais, tout à fait. Ah non. Bah, c'est bien. Non, mais c'est vrai qu'à partir de maintenant, quand les gens vont faire leur top 10, Pacquiao va maintenant beaucoup plus apparaître. Ouais, bien sûr. Beaucoup plus apparaître. Ouais. Bien sûr. Bon, juste rapidement, je remets cette photo parce que je l'adore. Voilà. Ouais, elle est belle. Hein. Allez. Ouais. Voilà, et passons directement au numéro 3. Donc la médaille de bronze est pour moi attribuée à... Roberto. Roberto, les mains de pierre. Ah bah ouais, moi c'est mon number one. Oui. Mais bon, tout est discutable évidemment, tu vois. Mais Roberto, c'est... on en a exprimé, on a fait plein d'épisodes sur Roberto Duran. Moi, c'est la boxe, c'est l'intelligence de la boxe, parce que c'est extrêmement subtil ce qu'il fait. C'est surtout le inside game qui est absolument dingue. Il allie tout en fait. Il allie tout. Et puis c'est des sommets incroyables. C'est un look. C'est un personnage, c'est un look, c'est du romanesque, c'est une vie, quoi. C'est une vie romanesque. C'est un film qui... Roberto Duran mériterait une trilogie. C'est ça le problème du film. Il y a eu un film qui rend pas grâce à la folie du truc. Non, en effet. Et je le dis souvent. Je pense pas, ouais. Et n'oubliez pas, Roberto Duran a été une grande star aux États-Unis. Et ça veut dire quelque chose. Comme Manny Pacquiao l'a été après. 8 couvertures de Sport Illustrated. 8. Oui, jusqu'aux années 2010, 8. C'était l'extra américain, enfin celui qui n'était pas américain, qui avait eu le plus de couvertures de Sport Illustrated. Ça veut dire quelque chose. Il y a une passion. Tout sport confondu. Ouais. Tout sport confondu. Ouais, non, mais pour moi... Vas-y. Tu viens de faire la comparaison Captain avec Pacquiao, et c'est marrant puisque les deux sont côte à côte dans ce classement. Effectivement, pour moi, c'est un petit peu, même si c'est différent, les personnages sont pas pareils, les carrières sont différentes, mais on est dans quelque chose
voilà, où tu te dis, Roberto, De jusqu'à similaire, quel moment ça va s'arrêter, où tu te dis c'est fini, mais non, ça repart. C'est voilà, c'est incroyable. Et c'est, ben moi voilà, ce que j'ai toujours dit, c'est que le mec a eu des grosses défaites parce qu'il a fait des choix de carrière, mais qui sont en fait, tu sais, on reproche souvent aux boxeurs de trop gérer des fois leur carrière, et lui, tu aurais presque tendance à dire, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi, qu'est-ce que t'es allé te mettre dans un tel guêpier? Et le mec, mais c'était incroyable. Et des fois, ben, il se sortait du guêpier et il gagnait. Parce que Ouais. Davy Moore, sur le papier, c'est un guêpier. Mais ouais. Complètement. Pour 25 000 $. Pour 25 000 $, c'est ça 25 qui est 000 fou. $. Ouais. Iran Barclay, pareil, hein, voire même Iran encore Barclay, pire. Iran Barclay. Hagler, je veux dire, à l'époque où il met tous ses adversaires KO, qu'est-ce qu'un poids léger va pouvoir faire face à Hagler? Il l'amène à la limite des 15 rounds dans une guerre. C'est incroyable, quoi. C'est génial. C'est génial. Et puis, vraiment, parce que là, on est des fans hardcore de boxe, mais vraiment, pour que vous compreniez, si vous découvrez cette vidéo, que vous ne connaissez pas trop la boxe et que vous suivez Sendo, le rapport qu'on a à Roberto Duran est très, très comparable au rapport que les fans de football ont à Diego Maradona. Oui, c'est ça, exactement. Tu fais souvent la comparaison à juste titre. Et c'est ça. Donc, quand vous écoutez les fans à la radio, des fans, enfin des gens qui vous parlent, qui font les louanges et qui vous parlent de façon lyrique de Diego Maradona, nous, c'est la même chose pour Roberto Duran. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais, c'est notre Maradona. Ouais, troisième, c'est Ouais. bien. Hein. C'est bien. Bah, tu vois, maintenant, je suis curieux de ton 2 et ton 1, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait Harry qui allait arriver. Ouais. Ah, un deuxième. Voilà. Alors, deuxième, c'est Harry. Dis-nous. Ah, bah écoute, alors, on a compris qu'il était le choix que j'avais failli faire d'ailleurs, très honnêtement. Ouais, Donc on en reparlera quand on arrivera au numéro 1, Alors, on va se concentrer pour bon, le 2. par contre, je préviens sur Harry Greb, je vais devoir parler pendant un quart d'heure parce que j'ai énormément de choses à dire. Ok, bon alors vas-y, Sugar. Vas-y, Ouais, ben, Sugar Robinson, honnêtement, et personnellement, je peux pas ajouter grand-chose. Voilà, je pense que vous en parleriez bien mieux que moi parce que c'est indescriptible, tout simplement. C'est indescriptible. C'est indescriptible, tu vois, mais je crois qu'en ce moment, je sais pas ce que tu en penses, Vincent, je crois qu'il est important qu'on fasse un gros retour sur Sugar Ray en termes de personnage de roman. Parce que c'est très très romanesque. Hein. Sugar Ray Robinson, c'est très romanesque, beaucoup de voyages, voilà, une vie, c'est une vie, tu vois. Et là, je crois que c'est le moment, je sais pas pourquoi, mais où des biographies de Sugar Ray Robinson devraient réapparaître. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, bien sûr. Surtout que moi j'ai pas d'exemple comme ça de champions du monde qui soient allés défendre leur titre, faire des tournées mondiales. En fait, c'est ce qu'il faisait. Il faisait des tournées en Europe, le gars. Pour moi, comme je dis, on est à un bord de Sport Entertainment à l'époque, et c'est des tournées. Alors c'est pas Michael Jackson, mais il y a un intérêt. Il est le Michael Jackson de la boxe. Ah ouais, bien sûr. Puis il est à l'âge d'or de ce sport en fait. Et oui, il y a un avant et un après Sugar Ray Robinson dans la boxe. Il y a d'autres boxeurs qui ont marqué leur temps, mais alors lui, vraiment, ce dynamisme qu'il a donné à la boxe moderne, qui fait que voilà, tout le monde a voulu, même des mecs aujourd'hui, sans le savoir, des boxeurs sont indirectement influencés par Sugar Ray Robinson. Bien sûr, bien sûr. Et puis quelque part, quand tu te dis influencé par Mohamed Ali, est-ce que tu n'es pas en bout influencé par Sugar Ray Robinson, parce que Ali le disait lui-même. Voilà. Bien sûr. Même Roy Jones Jr., sa façon de frapper un rafale avec son crochet gauche, c'est du Sugar Ray Robinson, c'est signé, quoi. C'est vrai. C'est très vrai. Non, c'est un indispensable. C'est un indispensable. Mais tu sais, peut-être qu'en termes de personnage plus, c'est pas plus timide, mais plus, on a l'impression qu'il est un personnage plus réservé que l'outrance de la Mota, de Roberto Duran et tout ça. Mais c'est une vie, quoi. Ouais, bien sûr. C'est une vie passionnante, quoi. Ça mérite un roman. Ouais. Puis voilà, pour moi, plus grand poids welter de tous les temps. Cette catégorie que je trouve peut-être la plus magnifique. Il n'y a pas débat. Et tu peux le mettre, il y en a qui le considèrent comme le meilleur moyen de tous les temps. C'est pas mon cas, mais je le mets dans mon top 3, je pense, des moyens. Donc là encore, c'est extraordinaire, quoi. Et puis la preuve qu'il était tellement au-dessus, c'est qu'il a vécu lui aussi, quelque part, les problématiques que tous les grands à un moment connaissent, comme Roy Jones. J'en ai parlé dernièrement dans ma discussion Roy Jones. C'est où tu dois t'arrêter. Où tu dois t'arrêter, oui, effectivement. Mais
surtout qu'à un moment, t'es tellement bon, t'es tellement au-dessus, tu marches tellement sur l'eau que tu en deviens difficile à vendre. Tu en Mais deviens difficile à vendre. Et quelque part, sportivement, il était au-dessus, mais heureusement qu'il a croisé le chemin de Jacques Lamotta. bien Parce que sûr. là, il rentrait de nouveau dans une rivalité qui passionnait les foules. N'oubliez pas que la boxe, c'est une histoire de rivalité. Quand tu es seul à vendre, c'est des problématiques parce que c'est des talents purs qui sont difficiles à vendre. J'en ai parlé dernièrement avec Roy Jones Jr., mais aussi Sugar Shane Mosley, qui a été un moment dans cette problématique-là. Et Sugar Robinson, c'est lui aussi. Donc, qu'est-ce que c'était compliqué? Donc, il devait faire des tournées un petit peu, qui étaient des tournées promotionnelles, d'exhibition, pour continuer à renflouer les caisses, parce que, en fait, on avait beaucoup de mal à lui donner des match-ups qui allaient donner de l'intérêt, quoi. Bien sûr. Heureusement que Jake LaMotta arrive, quoi. Ah ouais. Puis bon palmarès absolument fabuleux. Ouais. Ouais, puis, Voilà. et puis il boxe sur plus de 20 ans, hein. Plus de Ouais, 25, ah oui, plus de c'est 25 énorme. ans. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Ouais. En 42, je crois, il est boxeur de l'année alors qu'il est même pas champion. Enfin, c'est... Ouais. Ouais, et moi j'aime bien, quand il est en fin de vie, il y a une photo de lui avec Bob Marley, à un concert de Bob Marley. Il est en fin de vie et tout ça. Et Bob Marley était tellement fier, tu vois, d'être à côté de Sugar Ray Robinson, tu vois. Mais ça veut dire des choses. Ça veut dire des choses. Ouais. D'icône à icône, tu vois. Il y a des gens il y a des icônes qui savent qu'ils seront des icônes et qu'ils sont à côté d'autres icônes. Ils savent que l'importance du moment, et cette photo, elle est très importante. Ouais. Et pour conclure, je comprends que Sugar Ray Robinson peut être considéré comme le plus grand. Et je l'aurais considéré comme le plus grand s'il n'y avait pas. Harry Gray, Harry Greb. Pour moi, Ah ouais. pour moi, le roi, tout simplement. le Pour roi, moi, le roi. Ah, c'est énorme. un ami qui veut dire. Quand je pense à l'affront qu'a fait Ring Magazine récemment. Ah, mais ils ont pété un boulard. Ah bon On en a parlé là, parce que Ring Magazine a fait un top 100. Un nouveau classement, ouais. Un nouveau top 100. Nouveau top 100. Un nouveau top 100, mais qui est complètement délirant. Qui est délirant. Où Harry Greb est, je crois, 78e ou 84e. Klitschko est devant Harry Greb. Klitschko est devant, Prez Nassim est devant, enfin, complètement. Mais bon, il n'y a pas que lui. Excusez-moi, il faut que j'aille brûler Ring Magazine. non, mais ils ont pété un boulard. Là, franchement, c'est... Non, mais ouais. Mais surtout que Ring Magazine, je vais en parler parce que pour moi, c'est important. Mais alors... Allez, on t'écoute, vas-y. Non, j'aimerais d'abord vous écouter parce que moi, je vais te parler pendant un quart d'heure. Parce que j'ai beaucoup trop de trucs à dire sur lui. Donc, j'aimerais un peu vous écouter. Moi, je vais aller vite. On a beaucoup parlé d'Harry Greb, justement, dans une vidéo avec Vincent sur ma chaîne où Vincent fait son top 10. Et c'était un plaisir de parler d'Harry Greb. Donc, je te laisse la parole, Vincent, pour que Sendo ait du temps. Bah écoute, moi je vais pas non plus rajouter énormément. J'ai fait une vidéo sur Harry Greb sur Box Attitude. J'en ai parlé chez le Captain longuement. Ouais, bon, la carrière est absolument énorme. Je pense que Sendo va nous la rappeler forcément. J'ajouterai que juste un petit regret dont j'avais pas parlé dans la vidéo que j'avais fait sur mon top 10, c'est que cette défaite aussi, cette lourde défaite qui arrivera face à Tenay dans leur dernier combat, il y avait quand même 8 kilos d'écart entre les deux. Voilà, c'est pour le rappeler. Mais oui, là, Sendo, je pense que je te laisse y aller. Tu vas nous remémorer tous les exploits d'Harry Greb et c'est dur même en un quart d'heure de les résumer. Ouais, c'est bien. Ouais, alors déjà un immense merci à toi Vincent parce que c'est toi qui m'as donné envie de faire cette vidéo en fait. Parce que il y a quelque temps j'ai revu ton podcast sur Harry Greb et je me suis rendu compte que ouais, pour moi c'est le numéro 1 le plus grand boxeur de tous les temps et je pense que ça le restera pour l'éternité. Parce que Harry Greb c'est trop grand. Pour moi, Harry Greb, alors déjà, un record, mais complètement taré, il a boxé 37 fois en une année. Ouais, est-ce qu'on s'en rend compte? Il a boxé boxé 37 fois. Alors, je crois qu'il y a 2 défaites sur le début d'année. Mais il n'est pas mort. Et il est pas mort. Parce que je sais qu'à un moment donné, je crois qu'il arrive à cumuler quasiment 52 combats d'invincibilité. 52 combats, ouais, mais je crois que c'est sur ces 2 années suivantes. Ouais, mais je crois que ça fait même pas 2 ans, je crois que ça fait 1 an et demi, ou c'est énorme. Ouais. Bon, enfin, bref, 37 fois en une année. Incroyable. Et c'est simple, le mec boxait toutes les 2 semaines. Le mec boxait toutes les 2 semaines. C'est complètement incroyable. Et surtout, toutes les 2 semaines, il faisait tout le temps yo-yo entre poids moyen et poids mi-lourd.
Ouais. et il arrivait toujours à être à peu près au top. Ça, c'est incroyable. Bah ouais. Surtout à Donc cette ça, c'est époque. complètement incroyable. Surtout à cette époque, avec les pesées la veille, notamment. Ah, même le jour même. Hein. Le jour même. Oui, Le oui, jour même, qu'est-ce le que je jour même. raconte? Le jour même, je me suis gouré, désolé. Et même pas le matin, je crois, il montait, c'était avant de Je monter sais, sur oui, le c'était- ring ouais, c'est qu'ils ça, ouais. étaient pesés. C'est Et ça, juste, avant. ouais, avant de te laisser continuer, Sendo, par rapport à ce que tu dis, Oui. effectivement, je me plais à le rappeler, le mec boxe à 15 jours d'intervalle, Mickey Walker chez les moyens et Maxi Rosenblum chez les mi-lourds. 15 jours d'intervalle. Oui, Parce que c'est naturel. c'est vrai, On c'est revient à vrai. ce qu'on C'est disait naturel. sur Henri Armstrong. Ouais, C'est nous après, a posteriori, qu'on se dit mais putain, on a eu un méga fight là. On a eu deux Hall of Famers l'un contre l'autre. ouais, Et c'est cette incroyable. semaine, et cette semaine-là, et cette semaine-là. Parce qu'il le Et là, vivait 15 pas jours comme ça. d'intervalle, t'en C'est avais deux. fou. Ouais. Voilà. Ouais. Mais ouais, donc désolé pour cette erreur impardonnable. Non, c'est pas grave. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Ah merde. Bon, bref. Bah, Alors, ouais, tu parlais pour qu'il moi, faisait les yo-yo, voilà, ouais. les yo-yo, pour moi, c'est 3 des plus grandes sagas de toute l'histoire de la boxe, qui sont à mettre dans un top 10. Ouais. Sa saga face à Tommy Gibbons, les mecs se sont boxés 4 fois, donc deux victoires chacun. Dommage qu'il n'y ait pas eu un 5e combat. j'aimerais rappeler- L'invincible Gibbons. L'invincible Gibbons, c'est le premier à lui avoir infligé sa défaite. Eh oui. Gibbons, il est resté invaincu pendant 53 combats. 53, je crois que c'est le premier à avoir fait ça, je crois. Hein. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est Ouais. énorme. Et encore, je pense qu'il y a des combats énorme. qui sont même pas homologués, mais il devait en avoir plus que ça, ouais. Mais officiellement, il est resté invaincu pendant 53 combats. Harry Greb, ça a été le premier à le vaincre. Il y a aussi les sagas, mais légendaires face à Gene Tunney, dont on n'a pas assez parlé aujourd'hui. Les mecs se sont boxés 5 fois. Alors, certes, Harry Greb l'a battu qu'une seule fois, mais déjà, c'est la seule défaite en carrière de Gene Tunney. Puis aussi, sur les 2-3 combats qui ont suivi, c'est très mitigé. C'est extrêmement mitigé. Puis la première défaite qu'il lui met, c'est du masterclass et du massacre en même temps. C'est ça qui est complètement fou. Ouais, et surtout un grand combat. J'en reparlerai un peu plus tard. Aussi, un truc que j'aurais voulu évoquer avec Manny Pacquiao, mais c'est la progression technique. Harry Greb, en termes techniques, il est passé de Deontay Wilder, et j'exagère pas du tout, à Manny Pacquiao, justement. Avec un débit de coup exceptionnel, des déplacements incroyables et une capacité à maintenir ça sur une durée infinie. C'est ça, c'est complètement dingue. Sa boxe énergivore et qu'il dure aussi longtemps. Et là, il y aura toujours ce what if sur lui, puisqu'on n'a aucune image de ses combats. Mais ça, justement, c'est aussi un petit thème que j'aimerais aborder. Ça a peut-être aidé. Enfin, moi, c'est une réflexion que j'avais, c'est que je pense que il a fait tellement de combats que pour certains analystes, parce qu'il se déplaçait dans le pays, et même parfois, tu n'avais pas besoin de te déplacer dans tout le pays, te déplacer d'un état à l'autre, et en fait, on te connaissait que de réputation. De toute façon, c'était logique. Tout le monde se connaissait de réputation, mais sauf que sur Harry Greb, je pense que dans les États aux alentours, il y a eu une réputation sur lui qui était faite sur le prototype Harry Greb, c'est sur ses débuts. Et le mec progressait. Et donc, il avait l'avantage de la surprise sur le ring, où le gars se disait, bon, je vais avoir un truc brouillon en face de moi, et puis il a un truc chirurgical qui lui arrive. Beaucoup de ses adversaires n'étaient pas prêts à ça. Et alors, il y a encore 3 trucs que j'aimerais développer là-dessus. C'est, pour commencer, ceci. Ring Magazine. Ah bah c'est ça. Pourquoi je parle de ça? Oui. Ouais. Mais pourquoi je parle de Ring Magazine? C'est parce que Harry Greb, c'est le pionnier de Ring Magazine. Du moins sur sur ce qui ont fait que Ring Magazine, c'est la bible de la boxe aujourd'hui. Parce que en plus c'était il y a un siècle, donc parfait pour en parler. C'est que qui est le premier boxeur de l'année Ring Magazine? C'est Harry Greb. Qui est le premier qui est le premier combat de l'année Ring Magazine? C'est la première rencontre entre Harry Greb et Gene Tunney. Qui est le premier à avoir reçu ces distinctions 2 fois, voire plusieurs fois? C'est Harry Greb. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que vraiment, Harry Greb, comme je l'ai dit, c'est le pionnier de Ring Magazine. Celui qui a fait quelque part le prestige de Ring Magazine, à la base de la base, c'est Harry Greb. C'est les deux en fait.
c'est pas lui qui fait c'est le les deux, prestige. c'est vrai. C'est Ouais, c'est un peu les deux. Ouais, je me suis mal ouais. exprimé. Et, Ouais. et il devient Mm. plutôt une icône. Il devient une C'est figure. Kenta qui devient une Tu vois, icône. une Ouais. figure et tout, justement, et ça va aussi aider à son prestige. Mais c'est vrai que les deux se sont auto-aidés, quoi. Et c'est Mm. vraiment. Ouais, Ouais. t'as raison, t'as raison. Et en termes de prestige, j'aimerais avoir une réflexion quand même bien poussée. C'est que pour moi, cette génération de la fin des années 10 jusqu'au milieu des années 20, pour moi, c'est celle qui crée le prestige de la boxe au niveau mondial. Parce que en effet, il y a les années 70, les années 80, les années 50 qui ont enrichi le prestige de la boxe et qui ont fait de ce sport un sport aussi légendaire. Mais ce prestige, il était déjà présent. Oui. Et pour moi, la génération qui fait le prestige complet de la boxe, c'est cette génération-là de Harry Greb. Et qui, dans cette génération, fait le ciment de cette génération et qui fait que pour moi, elle est aussi légendaire, c'est Harry Greb. Pour moi, c'est le boxeur le plus important de cette génération-là qui crée véritablement le prestige de la boxe. Et c'est pour ça que il est aussi important. Et dernier point, c'est que, en effet, un des défauts, entre guillemets, un des problèmes avec Harry Greb, c'est qu'on n'a pas d'image. Mais c'est aussi qui fait que pour moi, il ne pourra jamais être dépassé. C'est que Harry Greb, je pense que c'est celui qu'on peut le plus qualifier de légende. Parce que au Ouais. final, une légende, c'est une chose dont on n'est pas sûr qu'elle est réelle. Et Harry Greb, Là, un tu boxeur conserves qui un revient mystère. aussi. Il y a Ouais, un mystère éternel, c'est ça Ah, qui est c'est génial. mystique. Voilà, Ça le rend c'est mystique. mystique. C'est ça. Harry Greb, c'est pas une légende de la boxe, c'est un mythe au sens général. Mhm. Et c'est pour ça que pour moi, Harry Greb est et restera pour l'éternité le plus grand boxeur de tous les temps. Bah écoute, moi ça me fait plaisir, hein, puisque bon, ça fait un moment, effectivement, je suis content de voir que les fruits sont portés sur Harry Greb depuis que j'en parle. Mais ouais, moi j'avais hésité vraiment à le mettre numéro 1. C'est vrai que moi, ce manque d'image, comme tu dis, ça contribue à le rendre mythique, mais c'est ce qui fait que certains pourront dire, oui, mais au final, comment il boxait tant que ça, on ne le sait pas trop, donc il y a Moi, toujours un j'avais petit what if. dans At the Fight, si On a je des me trompe photos. pas, il y a des photos, mais si je me trompe pas, je vérifierai quand même ce que je dis. Mais si vous avez le livre At the Fight, il y a un texte sur la boxe de Harry Greb. Oui, après, il y a beaucoup de descriptions, hein. Oui, il y a Ça, Ouais. c'est des vrai. Ça, descriptions, ouais. c'est pour ça que ce qu'a décrit Sendo par rapport, d'ailleurs, j'ai adoré ta formule, il est passé de Deontay Wilder à Manny Pacquiao parce que c'est caricatural, mais c'est ça en fait. C'est c'est vrai que quand tu as les descriptions des combats, c'est ça. Et ouais, ben, quel palmarès, c'est vrai que c'est Ouais. trop, c'est dommage que les gens oublient trop cette époque et la regardent un peu toujours trop avec de mépris. Je parle pas de nous, pas dans nos milieux, pas dans notre communauté forcément, mais dans certains où on a tendance un peu à mépriser ça et à ne pas s'y intéresser alors que c'est juste, c'est incroyable, c'est des Ouais. gladiateurs les mecs. Ouais, et puis aussi, j'ai oublié d'en parler dans mes rivalités qui sont pour moi les plus grandes rivalités de l'histoire de la boxe. Il y a aussi celle face à Tiger Flowers. Ils se sont boxés 3 fois, trilogie de légende, que des combats restés dans la légende. Et puis, si je me souviens bien, les deux derniers, ils sont très controversés. Ouais, c'est très possible qu'en fait Harry Greb n'ait jamais perdu contre Tiger Flowers. Ouais. Mhm. Et Ouais. puis aussi, il a fait une tentative. Enfin, il est aussi à mettre dans le top pour moi. Alors, ouais, aussi, c'est ça que j'ai oublié tout à l'heure. C'est que pour moi, je suis d'accord avec toi, Vincent. En fait, je comprends pas qu'il y ait encore débat sur qui est le plus grand poids moyen de l'histoire. Parce que, en effet, Hagler, c'est l'image des poids moyens, ça c'est sûr. Bernard Hopkins, c'est la carrière anachronique, évidemment. Carlos Monzon, c'est la terreur absolue. Sugar Ray Robinson, c'est Sugar Ray Robinson. Mais Harry Greb, c'est tout simplement incroyable. Ouais, je réutilise ce mot, mais c'est indescriptible. Toutes les légendes absolues qu'il a beau, c'est tout simplement dingue. Ouais, et puis c'est son poids de forme. C'était un C'est son poids poids de forme. moyen surtout, et c'est vrai que ouais, pour moi, oui, Ouais. c'est clairement le plus grand poids moyen de l'histoire. Ouais. Ouais. Mais aussi, il est aussi à mettre dans la discussion du plus grand poids mi-lourd de l'histoire. Aussi, parce que tout ce qu'il a fait chez Émile Lourd, c'est incroyable. Il a fait un gros parcours chez les Milo, effectivement. Pour moi, je pense que je dois l'avoir 4e dans mon top des Milo à Harry Greb. Ouais. D'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé, Captain, quand on avait fait, qu'on avait revu le top de Ring Magazine qu'ils avaient fait par KT, ouais. Ouais. Puis aussi,
il est pas passé loin d'être champion dans 3 catégories de poids différentes. Parce que Ouais. Maxi Rosenblum. Alors, je sais pas si c'était un combat sans titre en jeu qu'il a gagné ou qu'il a perdu un combat avec le titre. Je sais plus si c'était ça ou l'un ou l'autre. Attends, Mais par rapport à. Maxi Rosenblum. J'ai un Non, doute. oui, qu'il aurait pu le. Ouais, non, alors je sais plus si Rosenblum avait le titre au moment où Greb le boxe. Je Ouais, pense pas. sais pas. j'ai un Je doute, crois faudrait pas, que j'aille je crois pas. Je revérifier, crois mais pas qu'il l'avait encore, ouais. ouais, mais je sais plus si c'était une victoire d'Harry Greb ou une défaite très controversée. Non, Mais, c'est une victoire. c'était une victoire, ok. Ouais. Et voilà, Ouais. Rosenblum qui, quelques temps plus tard, on s'emparera du titre des mi-lourds. Bien Il y sûr, a très peu de temps après, ouais. très peu de temps après. Il a même été question à un moment, et si Harry Greb D'une n'était pas mort revanche. prématurément, peut-être ça aurait eu lieu même un Harry Greb contre un Jack Dempsey. Ah oui, c'est vrai. Bon, après Ça a Jack été- Dempsey. Ouais, et Jack Dempsey qui avait demandé à Harry Greb de l'entraîner pour affronter Gin Toney. Voilà, et la réponse mythique d'Harry Greb, il a dit ça aurait pas été honnête parce qu'il avait aucune chance. Ouais, face à ça aurait Gin été du Toney. vol. Ouais. Voilà, il a dit ça aurait Et pas été aussi- honnête de ma part de lui faire croire qu'il avait une chance contre Gin Toney. Ouais. Et puis aussi, Harry Greb, c'est aussi un personnage de roman, mais je crois que comme jamais on pourra en retrouver dans la boxe, en fait. Même Sugar Ray Robinson ou les autres, Ah il ouais, y a ça va avec tellement l'époque, hein. d'histoires incroyables. Il y a des légendes autour. Sa prise de titre contre Johnny ça. Wilson, où soi-disant il aurait simulé une cuite dans un club de nuit justement pour qu'on croie qu'en fait il était en mode dépravé qui se laissait aller, alors qu'en fait pas du tout. Il y a plein de légendes autour. Non. Ouais. Enfin bref. Ouais. Ah, c'est Voilà. génial. Ah bah, Ouais. super top. Hein. Ah, Excellent top. Hein. Excellent top, c'est génial. On hein. peut dire que la Au relève même est âge, assurée, Captain. ouais, au même âge, j'aurais jamais réussi à faire un top comme ça. Jamais. Non, bravo. Ouais. Bravo, Bon, bravo bah, c'est super. Ouais, mais je me répète, mais c'est à moi de vous remercier parce que sans vous, j'aurais pas fait stop. Ah bah oui, bah continue le boulot. Là, vas-y, tu le fais bien, puis que longue vie à ta chaîne en tout cas. Ouais. Bon, vous avez quelque chose à rajouter? Ah non, c'était super. Bah écoute, super. Moi comme je l'ai dit, je le redis, la relève est assurée, c'est très bien, Sendo. Et ouais, très agréable, très beau top. Et au final, je pense qu'on en a pas mal en commun au final, si on compare nos tops, ouais. Effectivement. Voilà, un immense merci à vous d'avoir accepté de me prêter un peu de votre temps. Bah écoute, c'était avec plaisir. C'était génial, voilà. Un grand merci à vous. Je vous dis à vous deux à très bientôt notamment sur la chaîne du Captain Crochet, je pense, pour toutes les vidéos qui vont suivre. Je sais pas si vous avez quelques annonces. Enfin, je sais pas si je les mettrai dans. Bref, si vous avez quelques annonces. Il y a beaucoup, il y a tellement de choses qui arrivent que je sais même plus par où commencer. Donc ça arrive, voilà. Ouais. Ça continue à parler boxe. Ouais. Alors Vincent, est-ce que tu as des projets vidéo personnels qui te trottent dans la tête, que tu Écoute, pas pour l'instant. Je sais qu'on a quelques projets avec le Captain, mais on va garder la surprise pour l'instant. Mais non, c'est vrai que on va parler de guerre atomique sur le ring. C'est mieux quand même que dans les informations sur le ring. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça sera le cas, effectivement. Ouais, ça sera le cas. Effectivement, c'est un projet qu'on a. Donc ça arrivera dans quelques semaines, quelques temps. Ouais. Ok. Bon, voilà, encore un immense merci à vous pour cette vidéo tout simplement incroyable. Et Sendo, tu nous as demandé nos annonces, mais est-ce que toi tu en as à faire sur ta chaîne? Oui, ouais. Après mon top 10 objectif, top 10 purement personnel. Bon, qui sera du cœur, qui sera totalement différent. Je crois que dans ce top 10, je crois qu'il y en a qu'un seul nom qui va rester, c'est Manny Pacquiao. Et vous savez qu'il est déjà numéro 1. Et donc voilà. Je te dirais, c'est un peu pareil pour moi. Hein. Si je fais mon top 10 perso, ça va pas ressembler à la. Tout à fait pas. Mais aussi, j'ai d'autres projets de vidéos qui me trottent en tête, et notamment une qui, je veux la faire au moins pour le mois d'avril. C'est une réflexion, enfin un débat. Sugar Ray Leonard est-il une légende? Ouais. Débat polémique. Débat polémique. Très polémique. On écoutera ça en tout cas. Ouais. Bon. Salut Sendo. À plus. Voilà. Allez, merci. Moi, je vous dis à très bientôt et salut. Ciao.